Bonjour, aujourd'hui nous recevons Gilles Ardina. Bonjour. Voilà, alors je vais présenter Gilles Ardina, donc 41 ans, 2 enfants, breton, installé à Frontignan, militant de la famille pour tous, depuis 20 ans à Montpellier. Oui. Entré au FN en 2015. C'est ça. Et conseiller régional Occitanie, porte-parole du Rassemblement National 34. Oui. Au niveau du cursus, c'est du sérieux, professeur d'histoire-géographie, CAPES, agrégation et thèse, et auteur de Comprendre la mondialisation en 10 leçons. Oui, entre autres, et des études que j'ai fait en très grande partie à la faculté Paul Valéry de Montpellier. Il faut seulement 10 leçons pour comprendre la mondialisation. J'avais fait en fait un manuel de synthèse à destination des étudiants, donc il fallait justement être synthétique. Et aujourd'hui enseigne au lycée Jean Moulin de Béziers, oui, dans le quartier sensible de la Devèze. Tout à fait. Voilà, donc on va commencer par la une du numéro 775, avec une d'actualité, hein. C'est mieux comme ça peut-être, 80 km/h, élus pour, usagers contre. Donc on a fait une petite enquête au niveau du journal, oui, et on s'est rendu compte que la baisse de la vitesse de 10 km/h entrée en vigueur dimanche dernier est toujours aussi impopulaire. Oui. Et on a interviewé le délégué national en charge de ce dossier. Voilà, qui a rang de ministre, donc voilà, donc il nous raconte un petit peu comment ça se passe. Alors en page intérieure, donc on revient aussi sur le littoral, les problèmes de la mer Méditerranée. Le littoral est rare, ce qui est rare nous est cher. Ensuite, on revient sur Jean Jaurès, à toutes les sauces, commémoration, récupération, tous derrière et lui devant. Voilà le titre de cet article. On revient aussi sur des histoires chez les Insoumis. Sur Carnon Ouest, un petit bistrot de vente ambulante qui nous déclare « J'ai été floué par la mairie ». Et ensuite, on revient sur les tensions palpables dans les quartiers de Montpellier suite à l'article que nous avons fait la semaine dernière sur la rue d'Aru. Oui. Voilà, donc Gilles Ardina du tac au tac. On va commencer par une question culturelle et historique. Oui. Est-ce que vous êtes allé à l'exposition sur l'esplanade de Montpellier sur Adolf Hitler vu par Himmler? Non, je n'ai pas suivi cette exposition. Vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une exposition? Alors, n'étant pas domicilié sur Montpellier, je n'ai pas toutes les informations sur la vie culturelle qui est très très riche, mais j'aurais pu y aller tout à fait, mais non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que vous pensez y aller? C'est pas prévu, mais maintenant que vous m'en avez parlé, ça suscite ma curiosité et il y a des chances du coup que j'aille voir ce qu'il s'y dit. Voilà. Alors ce week-end, bon, outre le football, oui, hein, voilà, qui est quand même dans l'actualité, il y a quand même un grand moment qui est la canonisation républicaine de Simone Veil. Oui. Votre regard là-dessus? Simone Veil, c'est un personnage incontournable de la vie politique française récente. Marine Le Pen a dit qu'elle n'était pas du tout choquée de cette entrée et de cette reconnaissance. Là où on sera peut-être un peu plus sur la réserve, c'est sur l'engagement européiste de Madame Veil, puisqu'on pense que la voie euro-fédérale qu'elle a appuyée, qu'elle a auréolée de sa présence, a été une erreur historique, puisque nous souhaitons une Europe des peuples et des souverainetés. Donc on a des désaccords politiques, mais un respect pour cette personne qui effectivement a marqué la vie politique. Et d'ailleurs, son dernier engagement, vous le savez, ça a été aux côtés de la Manif pour tous dont vous parliez tout à l'heure, puisqu'elle a défilé aux côtés de la Manif pour tous contre la loi Taubira. Donc ça, c'est un élément que certains hagiographes ont tendance à oublier dans le parcours de Simone Veil, qui est plus complexe que ce que certains veulent dire. On va revenir sur l'actualité locale. Il y a une personnalité là qui s'appelle Jamel Boumaz, oui, qui est très actif sur Montpellier. On peut dire ça comme ça? Oui, oui. Hein? Est-ce qu'il est toujours au Front National ou au Front non, alors, ou au Front comment vous dites? C'est le Rassemblement national. Mais Monsieur Boumaz a effectivement participé à une liste municipale il y a de ça plus de 4 ans, mais rapidement, compte tenu de ses agissements, du fait que c'est un individu totalement incontrôlable, il a été mis de côté, donc nous n'avons plus aucun rapport avec ce personnage, qui d'ailleurs ne nous parle plus particulièrement et qui agit seul. Donc c'est un électron libre, et de ce point de vue-là, on n'a plus rien à voir avec lui. Et à titre personnel, par exemple, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. D'accord. Voilà.
Donc il est pas dans le circuit Front National. Non, parce qu'en gros, M. Boumaz aime bien faire de la provoque, des polémiques. Nous, on essaie de faire de la politique sérieusement, c'est-à-dire gagner des villes, les gérer, apporter aux Français une alternative crédible. Et si vous voulez les happenings permanents de M. Boumaz, ça ne nous intéresse pas, donc il fait bien ce qu'il veut. Nous, on veut construire une offre politique sérieuse dans l'Hérault, donc pas avec des individus farfelus comme M. Boumaz. Donc je disais tout à l'heure, là, vous avez écrit un opuscule, un ouvrage ou un livre, je ne sais pas, qui s'appelle « Comprendre la mondialisation, 10 leçons ». Je vous demande de nous expliquer la mondialisation en 3 mots. 3 mots. Allez, en 2 phrases, si vous le voulez bien. Ce 3 mots, là, ça devient mission impossible. La mondialisation, en fait, c'est le fait d'échanger entre tous les territoires du monde. Donc échanger des informations, échanger des marchandises, échanger des travailleurs, échanger toutes sortes de choses entre les territoires. C'est ça la mondialisation, c'est la généralisation des échanges entre les territoires. Et une des choses qui m'a mené à la politique et à l'engagement politique, c'est ma conviction que ce phénomène d'ouverture générale des frontières, ce phénomène d'ultralibéralisme, puisque sur le plan économique, la mondialisation depuis plusieurs décennies a une dominante économique, que cette mondialisation non régulée, qui part dans tous les sens, est dangereuse. Dangereuse pour l'économie, pour le social, mais aussi pour l'identité, pour les souverainetés, pour les démocraties. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été inquiété et très réticent par rapport à tous ces traités de libre-échange. Et c'est ce thème-là m'a mené effectivement au Rassemblement national. J'ai dit 3 mots, je vois. Voilà, mais j'ai un tout petit peu débordé, mais sur ce thème-là, il y a 150. Excusez-moi d'avoir un peu débordé. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration du nouveau Premier ministre italien qui dit qu'il ne veut pas accepter les réfugiés et renvoyer les Roms? Alors, déjà, le terme réfugié, il faut faire attention, puisque vous le savez, énormément des migrants qui se présentent aujourd'hui en Europe ne rentrent pas dans le cadre de ce qu'est un réfugié. Un réfugié, il y a des critères extrêmement précis, qui ne sont pas fixés par nous, qui sont fixés par l'ONU et des grands organismes. L'immense majorité de ces gens-là sont en réalité des migrants économiques. Et donc M. Salvini, qui est un allié du Rassemblement national, a raison de vouloir préserver les Italiens de cette vague migratoire massive qui pose énormément de problèmes. Ensuite, on jugera les Italiens d'abord, puisque c'est eux concernés, et puis tous les pays voisins, de sa politique sur les déclarations qu'il a faites. Nous, on n'a pas de problème particulier, on lui souhaite vraiment du succès pour rendre aux Italiens les clés de leur pays et leur sécurité. Stephen Smith, là, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un journaliste qui était ce matin sur France Culture, il a dit que l'africanisation de l'Europe était inéluctable. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il a une boule de cristal, mais moi j'ai appris, c'est une des leçons quand on étudie l'histoire, qu'il n'y a jamais rien d'inéluctable. Il a dit que, il expliquait que en fait l'Europe était un continent vieux, qui avait besoin de main-d'œuvre et que donc il fallait faire venir des. Enfin, et c'est ce qui se passe depuis très longtemps. C'était ce système de vases communicants entre les pays. Voilà, avant c'était avec l'Espagne, l'Italie, maintenant c'est avec l'Afrique. Oui, mais c'est un choix politique. Prenez l'exemple de la Corée ou du Japon, qui sont des pays encore plus vieillissants que nous. Ces pays-là ont fait le choix de n'avoir aucune immigration, pour des raisons multiples. Et ces pays-là s'organisent autrement. Il n'y a pas de nécessité. Nos dirigeants ont fait un choix politique qui est cette politique migratoire massive, avec des chiffres quand même impressionnants. L'année dernière, entre les 262 000 titres de séjour qui ont été donnés, les plus de 100 000 fameux migrants, dont la plupart, je vous le dis, ne sont pas des réfugiés, et les 30 ou 40 000 mineurs isolés qui posent tant de problèmes à Montpellier, la France a accueilli plus de 400 000 personnes, c'est-à-dire plus qu'une population comme la ville de Nice, en une seule année, sans compter les clandestins qui par définition ne se déclarent pas. Donc on est face à un phénomène migratoire massif, et la responsabilité de la politique, en dehors des polémiques que certaines veulent entretenir, c'est de faire face à ça et de protéger les Français, parce qu'un afflux aussi massif va entraîner d'énormes problèmes. Donc nous, on tire la sonnette d'alarme, et comme le fait M. Salvini, on essaie d'endiguer ce flux qui est de plus en plus massif. Que pensez-vous de la garde noire de l'équipe de France de football? Je ne suis pas trop expert en football, donc je n'ai pas de commentaires particuliers sur les joueurs. Ma foi, ils ont gagné contre l'Argentine, j'ai constaté, c'est très bien, bravo. Vous avez remarqué que depuis que Jean-Marie Le Pen a fait la remarque, je crois que c'était en 98, que les
joueurs de foot ne chantaient pas la Marseillaise, maintenant ils le chantent. Alors, c'est très positif. Je remarque également qu'il y a un état d'esprit au niveau des joueurs qui semble meilleur. Ce que j'apprécie avec cette Coupe du Monde, c'est que les Français peuvent s'approprier le drapeau. Tous les Français autour du drapeau bleu-blanc-rouge, c'est ça que je trouve très positif. Un esprit patriote, alors autour du football, ça peut être autour d'autres thèmes, mais ça c'est le point très positif de cette Coupe du Monde. Concernant votre travail d'enseignant, que remarquent aujourd'hui les élèves, donc vous êtes surdiplômé, voilà, est-ce que donc, le fait que vous soyez un militant frontiste au sein de l'éducation nationale, comment ça se passe avec les élèves? Avec les élèves, très bien. C'est-à-dire que les élèves, déjà, beaucoup de leurs parents votent pour nous. Sur le secteur de Béziers, regardez les résultats, des scores, une majorité des gens, de toute façon, votent pour le Rassemblement national. Moi, je suis extrêmement vigilant à faire la part des choses entre la tribune du conseil régional et ma tribune en classe, c'est pas du tout la même chose. Donc je fais bien la part des choses, les élèves l'ont compris, et ma foi, avec les élèves, ça se passe très bien. Que pensez-vous des réformes Macron là, sur l'école primaire, le retour sur les fondamentaux? Ça plagie un petit peu le programme de Marine Le Pen. Alors, il est vrai que M. Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a repris à son compte énormément des choses que le Front National, devenu Rassemblement National, demande depuis des années. Donc ça, on s'en réjouit. Et sachez que je fais partie avec d'autres enseignants d'un forum, le Forum École et Nation, qui s'intéresse justement aux questions d'éducation et qui est une sorte de boîte à idées pour le Front National, devenu Rassemblement National, sur les questions de l'école. Donc nous, on est très contents lorsque Blanquer reprend certaines de nos idées. Maintenant, ce qu'on lui demande, c'est qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, et nous, on reste assez sceptiques sur l'application, puis il y a des éléments aussi beaucoup moins positifs dans sa politique scolaire. Comment l'intellectuel que vous êtes perçoit le projet d'école libre là, de sciences politiques de Marion Maréchal? Alors Marion Maréchal a souhaité quitter le champ électoral. Donc on a constaté, voilà, ça fait plus d'1 an maintenant qu'elle est partie. Elle a un projet qui est intéressant parce qu'il correspond à un besoin. Vous savez que l'éducation nationale ou l'université sont sous l'influence, la tutelle morale de la gauche qui a occupé, je peux vous en parler, à l'université Paul Valéry, tous les postes et puis qui fait régner une sorte de pensée unique. Donc ce qu'elle va proposer, c'est une offre de formation solide, puisque c'est des universitaires, des gens extrêmement diplômés qui vont la rejoindre, pour sortir du politiquement correct des grandes écoles comme l'ENA ou Sciences Po. Donc en ça, c'est positif. Vous allez y enseigner? C'est pas prévu. C'est pas prévu, mais si ça doit se faire, Alors, vous êtes responsable aussi d'un syndicat, enfin, qui s'appelle Racine, qui est le syndicat qui suit un petit peu la ligne du Front National dans le système de l'éducation nationale, c'est ça? Oui, alors c'est pas un syndicat, en fait. Alors le collectif Racine, de toute façon... C'est un collectif, voilà. Voilà, aujourd'hui ne fait plus partie du Front National. On a un forum, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le forum École et Nation, avec des enseignants qui publient régulièrement des tribunes, des propositions, des vidéos. Il y a combien d'adhérents aujourd'hui dans ce forum syndical? Ce forum, alors c'est pas un syndicat, en fait c'est une boîte à idées, c'est une sorte de cercle de réflexion. Par définition, un cercle comme celui-là n'a pas vocation à avoir des centaines de personnes. Donc on a des enseignants, un peu de tous les niveaux, dans l'ensemble des régions de France. Donc aujourd'hui on est un groupe de travail d'une vingtaine d'enseignants ou de parents d'élèves, dont je fais partie et dont je suis le coordinateur. Donc conseiller régional, vous êtes très critique, vous voulez dire quelque chose peut-être? Non, pas de conseiller régional, vous êtes très critique sur la gouvernance de la présidence de la région. Voilà. Comprenez-vous les plaintes du maire de Montpellier concernant Montpellier-Event, la gare, alors, bon, le déboisage du lycée Joffre? Voilà, entre M. Sorel et Mme Delga, il y a des tensions, donc je laisse à ces deux personnages-là les réponses. En ce qui concerne le Rassemblement national, ce qu'on reproche à Carole Delga, c'est pas tellement sa gestion régionale qui est mauvaise selon nous, la région est mal gérée. Ce qui est grave, c'est son côté extrêmement sectaire. C'est-à-dire que Mme Delga se comporte avec l'opposition de manière tout à fait intolérante et elle est la seule à faire ça. Je vous donne un exemple concret. Nous sommes, Occitanie, la seule région où les élus d'opposition, c'est-à-dire nous, puis les gens des Républicains, nous sommes interdits de présence dans tous les organismes extérieurs. Carole Delga a décrété ça par pur dogmatisme, aucune autre région ne fait ça. Dernière anecdote,
les questions orales qu'on lui pose dans le cadre de nos temps de parole, c'est des questions qu'on envoie à l'avance sur la politique régionale. La plupart du temps, elle refuse d'y répondre, et en nous disant qu'en gros, ça ne l'intéressait pas. Donc on pose des sujets d'intérêt régionaux sur la table, et elle, avec un mépris assez incroyable, elle balaye d'un revers de la main l'opposition qui pourtant, vous le savez, représente électoralement une grande partie de l'électorat. Donc ce sectarisme, ce dogmatisme, on espère très sincèrement qu'elle va en sortir, parce que pour elle, pour le fonctionnement de la région, c'est pas bon du tout. Où en est le Rassemblement national 6 mois après sa naissance dans l'Hérault? Combien d'adhérents? Alors, on est à peu près à 1500 adhérents dans l'Hérault, hein, des vrais adhérents, hein, pas des adhérents comme à En Marche. Ce sont des gens qui payent leur carte à peu près 50 €, chacun donc paye en fonction de ses moyens. Des adhérents qui sont toujours là, des adhérents qui sont mobilisés, et notre ambition, c'est de redevenir le premier parti de l'Hérault, ce qu'on a été pendant de nombreuses années. À très court terme, je pense qu'on va redevenir le premier parti de l'Hérault. Parce que justement, les déclarations de Gilles Pernel, là, le délégué des fédérations, qui a dit l'objectif dans l'Hérault est très clair, c'est la conquête du département en 2021. Oui. Vous surjouez pas un petit peu là? Non, alors si on regarde, M. Pernel donc, est un responsable national, si on regarde les résultats, par exemple au régional, où on fait pratiquement 39% dans une triangulaire, la dernière présidentielle, où Marine Le Pen a récolté plus de 40% de l'électorat, on est potentiellement en situation de gagner une majorité des cantons si la configuration se présente. Pour l'instant, vous avez 3 cantons sur 25. Bien sûr, mais l'objectif est d'en avoir beaucoup plus, et vous avez observé que beaucoup de cantons ont été perdus par les candidats Front National à très peu de voix. Donc on sait que dans ce département, il en a fallu de peu pour qu'on ait un groupe important, et les socialistes de M. Kléber-Mesquida savent que leur majorité tient à pas grand-chose. Parce qu'entre nous, les LR et l'équipe de Sorel, ça fait quand même des groupes d'opposition assez nombreux. Avec qui le Rassemblement national pourrait faire alliance pour atteindre ses objectifs? Alors, notre démarche, et c'est ça le sens aussi du Rassemblement national, c'est d'intégrer une culture d'alliance qui peut-être manquait à notre mouvement jusqu'à maintenant. Donc une des différences, c'est cette différence stratégique. Les alliances, elles vont se faire avec des élus de terrain. Par exemple, on a à Cers Gérard Gauthier qui nous a rejoint, qui est membre d'ailleurs de notre groupe et qui lui était un élu d'hiver droite. Donc on va avoir des contacts, on en a déjà un certain nombre, avec des élus d'hiver droite qui vont nous rejoindre. Il y a évidemment le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, avec lesquels on a toujours des contacts constructifs, d'ailleurs locaux, qui sont très bons. On a également évidemment Robert et Emmanuel Ménard, qui sont des alliés importants dans le département. J'en parle d'autant plus que je travaille à Béziers, vous l'avez dit, depuis maintenant presque 10 ans. Et puis d'une manière générale, un certain nombre d'élus qui veulent avec nous former des listes d'intérêt communal pour battre des sortants avec des bilans qui sont souvent très mauvais. Donc justement, là, les relations entre Marine Le Pen et Robert Ménard se sont un peu tendues là, ces derniers temps. Oui, alors ça en est où là? Sa femme, élue députée avec les voix du FM, prend de plus en plus de distance avec le Rassemblement national. Alors, bon, peut-être les médias, je sais que vous, dans La Glorieuse, vous en avez parlé. On est depuis 5 ans alliés avec Robert Ménard. C'est une alliance qui est solide, une alliance qui a été émaillée, vous l'avez constaté. Oui, mais par exemple, ils ont plus une position pro-européenne. Alors, oui, il y a ce différent-là, mais qui est également en train de se régler. Robert Ménard l'a reconnu lui-même. C'est qu'avec le départ de Florian Philippot, la question de l'Union européenne est de moins en moins un obstacle entre les Ménard et nous. Et malgré les différences que l'on a eues, depuis 5 ans, on a toujours réussi à travailler ensemble. Et on est, depuis plusieurs mois, puisque moi je vois M. Ménard régulièrement, dans une dynamique très constructive. Donc il n'y aura pas de candidat FN à Béziers face à Robert Ménard? C'est pas du tout d'actualité, puisqu'on est sur une logique d'apaisement. Et à titre personnel, je ne peux que constater le très bon travail municipal que fait Robert Ménard et le travail parlementaire très sérieux qui est fait par son épouse. Ce sont des gens avec qui on souhaite continuer à travailler. Il faut simplement que dans les médias, certaines peaux de banane cessent, mais ça on lui a dit, je pense qu'il l'a compris. C'est-à-dire les pics qu'il a pu nous envoyer, vous en aviez parlé dans La Glorieuse, mais je pense qu'en l'occurrence, ça s'est terminé. Voilà les relations alors entre le Rassemblement national et les Républicains dans l'Hérault. Alors, avec les militants et les sympathisants, elles sont excellentes. Je vous donne un exemple.
aux législatives, je me suis présenté sur une circonscription, et sans même que je fasse de démarche, énormément d'assesseurs, de militants, les républicains, m'ont dit qu'ils voteraient pour moi au deuxième tour, et massivement l'électorat républicain a voté pour moi, donc le candidat Rassemblement, à l'époque c'était Front National. Donc les militants et les électeurs sont très proches de nous. Là où ça se complique, c'est avec les élus, parce que les élus sont partagés entre ceux qui veulent aller vers Macron, et puis ceux qui constatent que leurs militants veulent aller vers nous. Et donc, vous avez des noms? Je ne vais pas donner des noms. Ah, c'est intéressant, c'est ce que veulent nos auditeurs. Des noms. Mais les noms, vous savez, quand vous les aurez, c'est au moment de la constitution des listes pour les municipales, voire peut-être des listes avant pour les européennes, ou des gens des Républicains, avec qui on cultive une très bonne amitié, souhaitent, et sans doute beaucoup franchiront le pas, nous rejoindre. C'est ce que Robert Ménard, d'ailleurs, a réussi à faire à Béziers, où une grande partie des gens des Républicains travaillent. Lui, il s'est allié avec... il a un peu gagné au départ grâce au PS aussi. Vous dites ça par rapport à la triangulaire, c'est ça? Oui. La question, est-ce que le PS et le Parti communiste, s'ils s'étaient retirés, est-ce que ça aurait changé quelque chose? C'est pas certain. En tout cas, Robert Ménard... On ne refait pas l'histoire. On ne refait pas. Il y a un an, Florent Philippot lançait les Patriotes. Oui. Quelle a été la conséquence de ce lancement dans l'Hérault? Rien du tout. Aucun effet, c'est-à-dire qu'aucun élu, aucun cadre de chez nous n'a rejoint Florian Philippot. Et à ma connaissance, aucun événement ni réunion publique a eu lieu. Donc c'est un fiasco total. Et bien au-delà de l'Hérault, dans toute la région Occitanie, on constate la même chose, c'est-à-dire que ce parti politique n'a pratiquement aucun partisan sur nos territoires. Alors, pour les européennes, les ambitions du Rassemblement national, c'est... Alors déjà, comme vous l'avez dit, Rassemblement, c'est l'idée de rassembler, c'est-à-dire faire une liste qui est bien au-delà des figures... Quand vous êtes contre l'Europe, vous allez pas faire campagne pour les européennes, si? Ah, on l'a toujours fait, et notre discours, c'est pas exactement, c'est plus nuancé, c'est-à-dire que l'idée européenne, la défense de l'Europe en tant que civilisation, communauté de valeurs, une alliance entre les pays européens, on a toujours défendu cette idée-là. Ce que nous combattons, c'est les institutions européennes, c'est-à-dire cette Europe de Bruxelles technocratique. Donc là, on n'a pas changé, on va continuer à batailler. On va ouvrir sur le plan national nos listes à des personnalités souverainistes et patriotes qui veulent nous rejoindre. Et sur le plan européen, on a déjà un groupe, le groupe ENL, qui compte M. Salvini, dont vous avez parlé, qui compte un certain nombre de dirigeants de grands partis patriotes européens. Et sans doute, on va encore ouvrir, puisqu'on va sans doute s'allier avec de nouveaux partis. Donc l'idée, c'est que face à Macron et à Merkel, c'est-à-dire l'Europe technocratique, l'Europe ultralibérale, on veut avoir une opposition et une alternative surtout crédible autour du drapeau et des valeurs patriotiques. Bon, on va terminer par les deux dernières questions. Donc d'abord la question langue de paye. Donc vous êtes un professeur dans un lycée public. Oui. Dans une éducation nationale très marquée à gauche. Oui. Vous êtes Front National, Rassemblement National. Comment se concilier ces deux engagements? Vous m'avez dit tout à l'heure que, bon, à Béziers, vous avez beaucoup de parents d'élèves qui votaient Front National, c'est logique, mais quand même, il y a un milieu qui est pas forcément favorable. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que l'éducation nationale a été littéralement colonisée par la gauche, par ses idées, par ses syndicats. Donc, comment les choses se passent sur le terrain? 90% des collègues font la part des choses. C'est-à-dire que les collègues trouvent normal, au nom du pluralisme, au nom de la démocratie, que le Rassemblement national ait des représentants. Ils trouvent ça absolument normal. Il y a juste une poignée de collègues, en général syndiqués dans des organisations extrémistes, qui me font des scandales, etc. Mais ma foi, ils ne veulent plus me dire bonjour, je dois vous avouer. Ça ne m'empêche pas de dormir. C'est des esprits chagrins. J'espère qu'ils changeront d'avis, parce que moi, je suis prêt à parler à tout le monde. On termine par la question chapeau. Donc c'est une question tirée au sort. Voilà. Alors, quelle est votre réaction au label régional LGBT Friendly donné à la région Occitanie par M. Boileau-Autain? Vous en avez parlé, la Glorieuse, vous avez fait un très bon papier là-dessus. Je fais partie des élus qui est monté au front contre cette initiative, puisqu'en l'occurrence, M. Boileau-Autain, vous savez, est un militant socialiste, très engagé, très connu à Montpellier, mais c'est également un ami personnel de Carole Delga. Et ce qui nous a choqué, c'est que Mme Delga a signé une charte qui engage la région Occitanie
M. Boileau-Hautain et l'entreprise privée de M. Boileau-Hautain, puisque derrière, il fait ses affaires sur ce créneau LGBT, c'est-à-dire développer le tourisme auprès des homosexuels et de différents publics. Donc, il peut faire ses affaires, nous on est tout à fait pour la liberté d'entreprise. Ce qui nous gêne, c'est que Carole Delga apporte une caution, celle de la région, à une entreprise dont on doute quand même de la pertinence, et puis surtout dans l'opacité la plus totale. Sachez que par exemple, la charte que Mme Delga et M. Boileau-Hautain ont signée, une charte qui engage la région, qui a été présentée en conférence de presse, ça fait 1 mois qu'avec mes collègues du Rassemblement national, on demande simplement à consulter le contenu de cette charte, que Mme Delga et son directeur des services refusent de nous donner la possibilité de consulter cette charte alors qu'on est des élus de la région. Vous voyez l'opacité, et ce qu'on soupçonne, c'est qu'il y a un copinage entre M. Boileau-Hautain et Mme Delga, qui sont des amis et qui font leur petite tambouille entre eux. Ça, c'est pas normal de faire ça sur le dos des contribuables. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.